ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouveau podcast. Pour cet épisode, j'ai encore la chance d'avoir mon pote Rudy Koya avec moi. Merci d'être là, Rudy, d'abord. Merci de l'invitation, encore une fois. Ça fait toujours un plaisir d'échanger depuis le temps qu'on se connaît. Et c'est vrai que c'est une belle occasion de partager tes connaissances parce que Rudy, sur son site Superphysique que vous connaissez fatalement et puis sur tous les réseaux, toutes les occasions qu'il a de partager des articles ou des podcasts gratuits, il partage son expérience en musculation naturelle. Voilà, musculation sans dopage, c'est notre thématique avec superphysique.org. Donc ça, on va fêter les 10 ans du site d'ici quelques jours. Ce sera sans doute passé au moment où le podcast sera publié. Et je voulais parler avec toi dans ce podcast un peu de l'importance de l'hypertrophie musculaire. J'étais surpris en arrivant, donc j'étais un petit compliment, mais j'ai trouvé que tu avais pris des bras depuis la dernière fois qu'on s'était vu. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Tu sais comment parler aux hommes. Non, mais c'est vrai, j'ai trouvé que tu avais pris des bras. Et souvent, j'ai l'impression que dans le milieu de la préparation physique, l'hypertrophie est un peu mise au placard avec toute cette mode du fonctionnel. Il faut réussir, j'exagère un peu, mais il faut réussir à faire des muscle-up, il faut faire des dips aux anneaux, il faut marcher sur les mains, etc. J'ai l'impression que l'hypertrophie, les apparences, en fait, sont complètement oubliées, mises au placard et qu'on leur accorde plus du tout d'importance. Et là, je te vois donc avec des bras, beaucoup plus de bras que quand je t'ai vu la dernière fois. Et je me dis donc que tu ne fais pas que du fonctionnel. Ah non, parce que pas de bras, Rudy, pas de bras. Pas de chocolat. Pas de chocolat. Donc j'imagine que tu fais pas mal de musculation classique, comme on a appris quand on était gamin, via les magazines. Alors d'abord, il y a deux choses. D'abord, il y a la musculation classique, si tant est qu'on puisse considérer une musculation classique, mais je vois ce dont tu parles, des séries de prise de masse, et on va en parler. Et d'autre part, il y a la façon dont on pratique l'entraînement fonctionnel. C'est-à-dire que si effectivement l'entraînement fonctionnel, c'est, comme disait Feu Poliquin, jeter des petits ballons mous avec un maximum d'amplitude, effectivement, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça, c'est de la musculation? C'est de l'entraînement fonctionnel peut-être, mais est-ce que c'est de la musculation? Et à l'inverse, comme dit Olivier Bollier, quand il faudra porter un sac de patates, on verra si le biceps curl, c'est pas fonctionnel. et d'ailleurs, ça repose sur une chaîne musculaire, une des chaînes de Myers, et la flexion du coude est un mouvement fonctionnel. Donc, il faut aussi réfléchir à la façon dont on perçoit l'entraînement fonctionnel d'une part et l'hypertrophie d'autre part, pour finalement se rendre compte que si on maîtrise bien les deux, il n'y a aucune raison qu'elles soient antagonistes. Pour moi, j'ai même l'impression que c'est très complémentaire, Clairement. Dans le sens où, et ça on oublie peut-être de le préciser, c'est que la masse musculaire est d'une part protecteur. Si tu es musclé en quelque sorte de partout, eh bien ça va te protéger des blessures. On sait très bien qu'un muscle fort a moins de chances d'être blessé, de se déchirer, que le tendon avoisinant également. Et d'autre part, c'est un potentiel ensuite à exploiter d'un point de vue force, d'un point de vue donc nerveux, d'un point de vue performance. Et avec cette mode, loin de moi l'idée de vouloir cracher sur le crossfit ou quoi, ça a apporté beaucoup de choses, mais avec cette mode du crossfit, j'ai l'impression que voilà, on oublie tous ces fondamentaux de l'hypertrophie, on met ça au placard et on se concentre soit sur le développement de la force qui finit par stagner parce qu'on n'a pas ce potentiel de masse musculaire qui va nous aider à développer de la force. On sait que lorsqu'on débute la musculation, on sait tous très bien que les premiers gains en force sont nerveux, la synchronisation intramusculaire, on apprend les gestes, etc. On est de plus en plus efficace. Et au bout d'un moment, on le voit avec les catégories en force athlétique, les plus musclés à la fin, alors après en dehors de toute considération morpho-anatomique, de longueur de levier, etc., on voit que les plus musclés sont les plus forts. Et j'ai l'impression que dans la plupart des planifications fonctionnelles, crossfit ou autres, il n'y a pas ces périodes en fait de prise de muscle. Il va y avoir par exemple, on va faire 3 séries de 10 de curl en fin de séance, et puis on va s'imaginer prendre des biceps. Alors oui, on va peut-être prendre des biceps si on n'a jamais fait de biceps, mais on sait tous très bien que ce n'est pas un volume suffisant, ce n'est pas une intensité suffisante, ce n'est pas suffisant pour permettre véritablement de construire un nouveau potentiel de force, un nouveau potentiel protecteur pour se préparer à de meilleures performances. Et là, quand je te vois avec ces biceps, je me dis,
que tu as dû faire plus que 3 séries de 10 au curl. Très clairement, très clairement. Mais d'ailleurs, on parle tout le temps des séries, du nombre de reps, etc. Mais jamais, jamais, jamais de qualité. Très peu. Alors, un peu avec les tempos, évidemment, nous on les connaît. Mais heureusement, pour le coup, les culturistes sont les grands spécialistes de la qualité et de la précision gestuelle. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est utile aussi dans des mouvements plus complexes et plus riches. Et du coup, effectivement, le fait de passer par cette phase de prise de masse un peu plus classique, j'en conviens, permet aussi d'apprendre à s'entraîner correctement et à tirer la quintessence de chaque mouvement, de chaque rep. Tu sais ce que disent les Américains, make every rep count. Oui, Jean Texier disait aussi un truc comme ça, ce n'est pas le champion qui compte, c'est la répétition qui compte. Là où je veux surenchérir, c'est que je vois beaucoup de vidéos qui circulent sur le net, sans doute comme toi, d'athlètes professionnels de haut niveau en fait, qui font des mouvements de musculation traditionnels comme des développés couchés ou des curls ou même des tirages en fait, avec une technique très approximative justement. Et sur le coup, encore une fois, on pourrait penser que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vrai que si tu es le pratiquant moyen, tu te dis, ah bah si le champion fait comme ça, c'est comme ça qu'on doit faire. Sauf que comme tu l'as très justement dit, la musculation classique, où tu cherches la précision, à utiliser tes muscles et non pas à minimiser leur impact, ce qui vient dans un deuxième temps, dans une approche fonctionnelle de préparation physique, d'exploitation de potentiel de performance, et bien en fait va te permettre de bien réaliser les mouvements. On voit souvent, moi je me souviens des erreurs qui sont haute traction, tirer avec les épaules hautes, développé couché, pousser avec les épaules vraiment sorties, sans rétraction, sans tenir les omoplates, sans stabiliser l'épaule. Et ça on sait très bien, il y a beaucoup d'individus moi qui me contactent pour ça justement, pour tout ce qui est blessures aux épaules, etc., qui ne sont pas au courant, qui disent « mais attends, le champion fait ça, moi je ne comprends pas ». Et c'est vrai que c'est une incompréhension totale, je pense, de la plupart, on en parlait avant le podcast, de beaucoup de préparateurs physiques peut-être, je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'on ne sait jamais, mais qui ne pratiquent pas eux-mêmes et qui ne se rendent pas compte finalement de l'importance pour l'athlète de savoir ce qu'il est en train de faire en fait. Faire un curl en utilisant ses biceps, en y pensant, et je ne parle pas de ralentir exagérément le mouvement, de faire un mouvement, voilà, pour les biceps par exemple, là on parle de biceps donc c'est l'exemple donné, mais il y a plein d'autres choses. Il y a une grosse différence en termes de résultats entre ce curl-là et le curl qui est fait à la va-vite en fin de séance, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on a la tête ailleurs, on parle en même temps, qui ne sert pratiquement à rien et qui n'est pas de l'hypertrophie en fait. Et je pense que justement, on parle également de proprioception, c'est important d'apprendre à sentir son corps en fait, à sentir quel muscle fait quelle action, pour savoir ensuite, quand tu fais un mouvement, qu'est-ce qui va clocher, quel est le point limitant. Par exemple, dans une activité sportive, on peut dire, on sait, on le voit de plus en plus, pendant longtemps, il y avait des débats sur la souplesse, sur les blessures, etc. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la force d'un muscle, c'est quelque chose de très protecteur, c'est ce qui va lui permettre de se laisser étirer. Un muscle faible ne se laisse pas étirer. On sait il sait qu'il va péter, donc il va se protéger. Il va peut-être s'inhiber, c'est un peu comme les amnésies musculaires dont on a déjà parlé dans de nombreux articles. Mais on sait qu'aujourd'hui, et donc si tu ne sais pas localiser ton effort musculaire, tu ne peux pas rendre ce muscle plus fort, tu ne peux pas être capable ensuite, pour moi c'est une limitation, d'utiliser ce muscle dans des amplitudes que tu vas peut-être retrouver dans le sport et que tu vas devoir développer en quelque sorte d'un point de vue performance en fait. Tu vas être limité parce que tu n'as justement pas développé tes muscles là, par rapport à ça en fait. Et puis dans une approche plus globalisante, justement, une chaîne musculaire n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Donc on a beau se dire que à un moment donné, dans l'approche fonctionnelle, si je développe ma capacité de répulsion globale, il faut que je fasse que des développés sur Swiss Ball avec des haltères ou des kettlebells, etc. Ce qui est un très bon mouvement, pas de souci là-dessus, attention, hein, on n'est pas en train de dire l'inverse de ça, mais n'empêche que le plus fort à ça, c'est quand même le plus fort en pec, en deltoïde, en triceps. Voilà. La base, comme d'habitude. On peut prendre le problème dans tous les sens. Et donc, si à un moment donné, le type il stagne en répulsion, qu'il n'est pas assez fort, je ne sais pas moi, à frapper en boxe ou à pousser en judo, s'il n'est pas assez fort, le fait de prendre le problème par une approche très globalisante va peut-être régler le problème si c'est un problème de programmation motrice ou s'il a vraiment un déficit de force tel que ça va l'aider tout de suite.
Mais si ce n'est pas le cas et qu'il stagne très vite, par exemple sur un développé couché, il stagne, à un moment donné, il va falloir trouver le maillon qui fait qu'il stagne. Souvent, Voilà, on va dire les triceps ou les pectoraux. c'est les voilà. pectoraux ou les triceps, très très souvent. Et donc, tant que ce problème-là n'est pas réglé, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, un triceps poulie, aussi simple et guidé qu'il puisse être, d'une certaine manière, est indirectement fonctionnel pour la répulsion. Est-ce que tu as des athlètes, avant que tu les prennes en main, qui faisaient des mouvements justement un peu de sagouin en musculation? Comment ça se passe quand c'est comme ça? L'immense majorité. Est-ce que tu arrives à les reprendre, alors qu'à les reprendre, je sais pas si c'est le terme, mais à leur dire, ben voilà, on va réapprendre le mouvement. Est-ce que le fait de voir leur charge baisser, ils ne sont pas moins forts finalement? Parce que c'était un mouvement triché, qui n'utilisait pas vraiment leurs muscles, qui n'allait pas vraiment être exploitable ensuite, qui n'était pas dans cette optique de pérennité, de longévité. Est-ce qu'ils arrivent justement à diminuer la charge au profit de la qualité? Alors, ce qui est très compliqué, c'est une bonne question ça. Ce qui est très très compliqué, c'est qu'on parle, on parle pas qu'à un athlète en général. Tu parles à un athlète, tu parles à des collègues d'entraînement, tu parles à des entraîneurs, un entraîneur actuel, mais en général des entraîneurs passés, à d'autres préparateurs physiques qui disent pas forcément la même chose que toi. Et du coup, il faut faire très attention parce que non seulement tu risques de vexer des gens, ça m'est déjà arrivé souvent, mais tu les mets en porte-à-faux, ils se dressent contre toi pour essayer de t'empêcher de démontrer leurs limites. Et pire que ça, tu vas avoir de moins bons résultats à court terme. Pire que ça, l'athlète va moins progresser à court terme. Toi, tu sais qu'à la fin, il sera plus fort. Mais là, tout de suite maintenant, on met moins de rondelles sur la barre. Et donc, il faut être assez habile. C'est sûr que si demain, tu me donnes les clés d'une équipe nationale, comme j'ai pu avoir en Angleterre, j'ai jamais eu de nouveau les clés d'une équipe comme ça depuis. Si j'avais autre chose à faire, si j'avais quelque chose à refaire dans ce que j'ai fait là-bas, c'était quand même il y a plus de 10 ans maintenant, je commencerai par ne pas faire une planification d'entraînement. Je commencerai par ne pas faire de dynamique de charge. Pendant les 3 ou 4 premiers mois, on ferait le lundi les exercices de musculation conventionnels. Le mardi, les exercices de musculation fonctionnelle, kettlebell, sangle, etc. Le mercredi, on apprendrait à courir. Le jeudi, on apprendrait les étirements. Je ferai un truc qui n'a aucun sens au niveau de la physiologie de l'effort. Je ferai une école de la préparation physique. Et tu referais toutes les bases, en fait, qui sont oubliées ou négligées, parce que tu ne sais pas ce qui a été fait auparavant. Si, on sait. Pas ce que tu veux. On sait. L'immense majorité du temps, moi c'est très très rare. J'ai quelques athlètes, hein, ça arrive, je peux donner quelques exemples. Un jour, j'ai Pierre Duprat qui arrive. Voilà, il vient du pôle de Bordeaux. Il y a une école de la musculation, de la prépa physique. Il a travaillé avec un préparateur physique du judo qui a une sensibilité à l'haltéro. Il arrive, il me claque des épaulés, nickel. Mais c'est très très rare. L'immense majorité du temps, c'est pas le cas. Ils arrivent, c'est le travail, comme tu disais, de sagouin. Alors, dans ce cas-là, moi j'ai du mal avec toutes ces recommandations qu'on voit notamment sur certaines pages Facebook où ils disent tout le monde doit pouvoir faire de l'haltéro, tout le monde doit faire de l'haltéro, tout le monde doit faire du squat, tout le monde doit faire du soulevé de terre. Mais bien sûr que non. Et avec mon expérience, j'ai tendance à penser que non, si tu n'es pas bien encadré, tu ne dois surtout pas faire ça tout seul chez toi. Ouais, bien sûr. L'haltéro, ça ne s'apprend pas tout seul, tu fais passer des diplômes. Le squat, c'est très rare qu'on ait besoin de personnes pour l'apprendre correctement. Alors il y a des personnes, voilà, mais la plupart des individus qui me contactent, je vois que c'est déjà compliqué de s'accroupir déjà rien qu'à 90 degrés. Faire un soulevé de terre, il faut une bonne souplesse des ischio-jambiers, c'est compliqué aussi. Et donc dans ces conditions, la meilleure prévention, c'est de ne pas les faire. Ah oui, bien sûr. Et de régler les problèmes qui t'empêchent de les faire dans un premier temps, qui sont souvent des problèmes techniques, mais aussi, tu le disais, des problèmes de raideur, des problèmes de faiblesse des fois, et qui vont se régler de manière analytique parfois. Il ne faut pas être à tout prix bloqué sur le fonctionnel. Et là, on renvoie à de la compétence de coach. On renvoie à de l'expertise technique. Il faut avoir les moyens et les outils. Et donc, il y a deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout se vaut. Voilà. Alors, on pourrait faire des squats sur Swiss Ball, c'est comme si on faisait de l'arraché. Non, tout ne se vaut pas. Je suis désolé, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Il faut arrêter. Et en général, c'est ceux qui demandent le plus de technicité de la part de l'athlète et de la part du coach. Et le deuxième truc, c'est effectivement, il faut à tout prix faire les trucs à la mode parce qu'on a dit que c'était bien. Et donc l'haltéro, c'est bien,
Dans le podcast de Bruce Alderval, on a entendu ça avec Franz Félicité. Donc, tout le monde a l'haltéro. Ben non, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à faire de l'haltéro. Il y en a qui ne sont pas connectés pour faire de l'haltéro. Quand tu récupères un athlète qui a déjà 25, 26, 27 ans, qui s'entraîne d'une certaine manière depuis 15 ans, 20 ans, qui a les jeux dans un an, ben, tu n'as peut-être juste pas le temps déjà. Tu n'as peut-être juste pas le temps. Donc peut-être que tu vas travailler différemment et il y a d'autres moyens, même si tout ne se vaut pas, il y a d'autres moyens pour travailler l'explosivité en triple extension. Même si l'haltéro, vous connaissez ma sensibilité, vous savez que je pense que c'est l'une des techniques les plus puissantes pour y arriver. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent sur les forums Superphysique, donc c'est les plus vieux forums du web pour ceux qui ne savent pas, ils datent de 99, ce qui était Smart Weight Training auparavant et est devenu Superphysique en 2009. On a souvent des personnes qui nous écrivent pour dire voilà, je fais du foot 3 fois par semaine, j'aimerais savoir quel entraînement je dois faire pour mieux progresser au foot. Ou je fais de la boxe 2 fois par semaine, etc. Et souvent, notre réponse est souvent la même, c'est des personnes qui n'ont jamais fait d'haltéro, qui n'ont jamais été coachées ou pas. On dit, bah, commence par la base en musculation, en fait. Commence par la base et tu vas déjà voir que ça va t'aider. Plutôt que de partir, que souvent, ils avaient cette idée un peu préconçue de, ah ben, j'ai vu, je ne sais pas si tu as connu cette époque où il n'y avait que Joe DeFranco sur le net, Ouais. qui avait sa salle, alors je ne sais plus s'il a toujours sa salle, mais il avait sa salle, on le voyait sur le net faire des vidéos d'exercices exotiques, etc. Et nous, à l'époque, on était là devant ça et on se disait mais quel exercice je dois faire? Et à la fin, on faisait que des exercices exotiques. On faisait 15 000 exercices exotiques. On se disait, mais c'est ça qu'il faut faire? Et j'ai cette impression que beaucoup de gens, en fait, sont perdus un peu là-dedans en oubliant encore une fois les bases, en fait. Les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux. Apprendre à faire un squat. Si tu ne peux pas en faire, bah, pour l'instant, tu vas apprendre à faire du squat et faire de la presse en attendant. Il y a toujours, en fait, une alternative pour te permettre de progresser et de préparer l'avenir, en quelque sorte. Mais comme tu le disais, c'est de toute façon cyclique. C'est de toute façon cyclique. C'est-à-dire que là, pendant des années, on a eu l'héritage athlétique, avec beaucoup de cardio, beaucoup de courses, de techniques de course, etc. La vitesse, c'était de l'athlé, l'endurance, c'était de l'athlé, etc. Après, il y a eu une phase de domination de la force athlétique et du culturisme dans Ah oui, bien dans la sûr. préparation. On a eu beaucoup de mecs ne s'entraîner qu'en culturisme toute l'année pour la préparation physique. C'est évidemment aussi une erreur, en fait. D'ailleurs, nos coachs, ils étaient professeurs de culture physique. Voilà, oui, c'est ça. Ils ne s'inventent pas. Donc, il y a eu une grosse influence. Et puis, il y a eu le courant du tout explosif, du tout force. Là, on est vraiment dedans. C'est très influencé par les Ricains, où voilà, il faut faire des séries extrêmement courtes, extrêmement lourdes ou extrêmement vite. Et mon intuition me dit, et je le vois par exemple, on parlait du livre de Schoenfeld, qui est traduit juste Hypertrophie en français, qui est un carton commercial. D'ailleurs, je vous engage tous à le lire. C'est une très belle revue de littérature, même si c'est bien complété sur le plan pratique par ton bouquin. Guide de la musculation naturelle. Guide de la musculation naturelle, qui est beaucoup plus pratico-pratique, avec des vrais conseils de terrain et des vrais programmes. M'est avis, vu le succès de ces deux bouquins, parce que le tien aussi est une belle réussite. Oui, ça marche plutôt bien pour l'instant. On va y revenir de toute façon. On va y revenir parce que l'hypertrophie peut être fonctionnelle, c'est ce qu'on disait en introduction, parce qu'il y a des besoins d'hypertrophie, parce que tout le monde a envie d'être bien déjà. Beau. Voilà. On a aussi, mais aussi parce que ça peut aider à la performance bien plus qu'on ne le pense. Et très clairement, c'est ce qui permet de générer de la haute tension dans le muscle. Comment tu fais, toi, justement, pour mettre en place, si tu as la possibilité, des cycles d'hypertrophie avec tes athlètes? Est-ce que tu peux le faire ou est-ce que, comme tu disais, il y a tellement de staff autour que tu ne peux pas le mettre en place? Moi, c'est un peu particulier aussi parce que aujourd'hui, les gens qui viennent vers moi savent aussi qu'ils viennent chercher quelque chose. Donc, on me libère aussi un peu plus qu'un jeune préparateur physique, c'est normal. Et j'ai aussi ce système de clan, de club où on vient chercher l'expertise. C'est pas moi qui m'intègre dans un staff, ça ne marche plus trop comme ça pour moi. Alors comment tu intègres justement… Sur ça, je fais ce que je veux. Donc il y a de toute façon ce cycle initial de fondamentaux. De fondamentaux que j'appelle hypertrophie fonctionnelle parce que c'est l'air du temps et qu'il faut aussi… voilà. Mais c'est un cycle de prise de masse. Voilà, classique, comme on connaît tous. Classique, avec revu des charges, et reconnu. On compte en RM, voilà, on est toujours un peu à la limite.
Après, il y a des variations, hein. Je vais faire des fois les clusters, des fois je vais faire des drop sets, des fois il y a des variations selon les profils que j'ai en face de moi aussi, selon leur niveau. Ce que j'allais dire, est-ce qu'avec justement les athlètes qui sont plus orientés performance, tu es obligé de leur faire varier un peu toute cette technique pour pas qu'ils s'ennuient, vu que justement ils ne voient peut-être pas l'intérêt et ils n'ont peut-être pas le plaisir de ce type d'entraînement? Euh, en vrai, la plupart, ils ont le plaisir de ce type d'entraînement. Ok. En vrai, la plupart, ils aiment bien les séries où ils sentent que ça bosse, ils aiment bien les séries où ils se sentent hypertrophiés. J'ai beaucoup de garçons, les filles, c'est un peu différent. Après, bon, il y a aussi les catégories de poids sur lesquelles il faut faire attention. Mais globalement, j'ai pas vraiment de problème, moi, à convaincre les gens qu'il faille le faire, sauf quand vraiment il y a des problèmes de catégorie de poids. Toi, tu as ce problème et les gens, ils sont... Non, mais moi, comme ils sont tous orientés musculation, en fait, et encore une fois, ils viennent me voir pour la méthodologie super physique. Ouais, t'as un peu le même luxe que moi. Voilà, Ils donc savent à quoi s'attendre. voilà, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que on va pas changer de programme toutes les 6 semaines. Ils savent qu'on est en train de construire une progression, qu'on est en train de planifier la progression. Je leur dis voilà où on va arriver en termes de performance en série de 10 par exemple ou en série de 12 sur l'exercice. T'annonces? Je peux annoncer s'ils me demandent en fait. Au début, sur un C'est début. vrai que toi, tu dois avoir tellement de data aussi. Voilà, sur un débutant, je ne peux pas dire parce que c'est le début, mais il y a quelqu'un que j'ai depuis 2-3 ans, je peux le dire à chaque cycle où il va arriver à peu près. Ouais. Voilà, sur 12-15 semaines, je sais où il sera. À moins qu'il tombe malade, qu'il y ait une blessure, Ouais, un imprévu, un etc. arrêt. Mais voilà, je sais où il va arriver. Donc en fait, je n'ai pas cette demande de changement parce qu'ils savent très bien que, comme on l'explique très simplement, plus tu fais un exercice, plus tu en deviens spécialiste en fait. Bien sûr. Alors après, effectivement, au niveau des sollicitations musculaires, tu peux, comme on dit, t'immuniser un petit peu, être moins réceptif, etc. Mais finalement, si la progression se fait, tu vas prendre du muscle en proportion. Si le volume d'entraînement est suffisant, si les charges ne sont pas trop lourdes, voilà, s'il y a le juste équilibre. Mais ouais, j'arrive à leur dire, et en fait, ils ne se lassent pas. Ceux qui se lassent, c'est ceux en fait, qui croient un peu à la magie peut-être, qui sont abonnés à Muscle Fitness, voilà, ça va pas assez vite. Quels sont tes rythmes de variation de programme? D'ailleurs, tu fais quoi? Tu fais un programme linéaire par bloc ou du non linéaire Et ben, ça dépend du niveau en fait. Tu vois, en fonction du niveau, un débutant, le linéaire marche très bien. Bah, tu as dû le remarquer aussi avec les athlètes. Le débutant, j'ai eu des personnes comme ça qui sont passées, je donne souvent cet exemple-là, mais de série 10 à 60 au coucher à série 10 à 100 en un an, tu vois. Ouais. Bon, là, c'est des types qui sont assez doués. Moi, je suis assez convaincu que de toute façon, quand on est débutant, il faut commencer par le linéaire. Voilà, du très simple. Mais ensuite, bah oui, on peut partir sur de l'ondulatoire, on va partir, comme je dis, sur du cycle mixte, vraiment différent. On peut faire des compromis, des cycles, là j'en teste encore beaucoup, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps. Des cycles que normalement je fais utiliser sur des cycles d'isolation, mais que j'essaie d'adapter sur du polyarticulaire. En fait, les combinaisons sont infinies et en fait, elles vont plutôt s'adapter voilà, en fonction du niveau de la personne et quelle est sa marge de progrès. On voit bien que plus la marge de progrès est restreinte, plus ça fait longtemps que tu t'entraînes, plus celle-ci est infime et plus tu vas devoir aller chercher ce petit quelque chose qui va te faire gagner peut-être 2 ou 3 kilos sur ta performance. Qui va te permettre de gagner, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais peut-être 0,5 cm de bras en un an. Voilà, on en est là. Alors après, quand on en est à là, je dis aux gens en général que ça n'a pas trop d'intérêt de se prendre la tête autant pour 0,5 cm de bras et qu'il faut peut-être voilà, changer d'objectif, être plus dans cette optique de longévité ou faire une autre activité en plus, parce qu'on a quand même fait le tour. L'hypertrophie pour l'hypertrophie, pour moi, n'a aucun sens non plus. Étant donné que si on a les compétitions de culturisme, ils sont tous archi-dopés. Ils ne gagnent même pas leur vie la plupart. Et que finalement, l'apparence pour l'apparence a ses limites. L'apparence pour prendre confiance en soi, pour prendre de nouvelles habitudes de vie, pour être plus performant, pour être plus apte à faire des activités, a du sens. Autrement, non. Alors après, c'est vrai qu'on commence tous la musculation parce qu'on ne se trouve pas bien physiquement, on est trop maigre, on est trop gros, etc. Donc il y a ce besoin de changer physiquement, de cette transformation physique, de se plaire à la fin, plus ou moins. On a toujours des petits défauts, on peut chipoter, on peut être superficiel, voilà. Mais à un moment, on arrive à un niveau qui est plus que suffisant. Et même si on cherche toujours à progresser, il faut savoir passer outre et ne pas tomber dans ce piège un peu, ce piège culturiste. Peut-être que tu as des athlètes qui sont tombés dans ce truc-là, et bon, comme c'est toi qui leur dis quoi faire, c'est normal, ça doit aller, mais qui tombent, des fois, ils font du sport à côté. Ils font de l'athlétisme ou des sports de combat, etc. Et ils tombent dans la musculation et ils lâchent tout le reste pour la musculation. Ils deviennent obsédés en fait par l'hypertrophie musculaire. Alors que, oui, les apparences c'est bien, mais c'est pas
c'est pas suffisant en fait. Mm, mm. C'est limite à la fin comme une maladie mentale en fait. Ah bah, il y a une énorme dérive qui menace quand, encore une fois, on parlait dans un autre épisode de la démarche. On parlait sur le sport santé, sur le dernier épisode où tu es venu. On parlait de la démarche et on disait, ben, si les gens font les choses pour les mauvaises raisons, ils auront de mauvais résultats. Et c'est exactement pareil avec la prise de masse, l'hypertrophie. Il faut impérativement que on soit dans une démarche soit préventive de santé, soit de performance. J'ai envie de dire soit constructive en fait. Ouais, constructive, c'est pas mal. Constructive parce que quand tu parles de construction en fait, tu vois, c'est plus associé à quelque chose de vrai. Parce que sinon, tu vas dans ce truc, tu peux toujours avoir plus de bras, tu peux toujours avoir plus de pecs, et en fait ça finit pas, et à la fin. Et à la fin, trop de bras, bah, trop de chocolat. Ouais, bah, plus de chocolat du tout. Plus de chocolat. Mais c'est vrai que les programmes vont pas changer parce que c'est pas qu'en préparation physique, j'ai pas de doigt de butoir en fait avec mes élèves. Ça va changer par rapport à un besoin. Par exemple, comme on cherche comme l'hypertrophie, quelqu'un va manquer de pectoraux, voilà, parce qu'il a les pectoraux courts, il a des bras longs, il n'est pas fait morpho-anatomiquement pour les pectoraux. On va mettre l'accent là-dessus. Et puis si à un moment on juge ensemble qu'il a pris suffisamment de pectoraux, on peut changer en fait. Tu vois, c'est toujours comme avec les compléments alimentaires. En fait, c'est une question de besoin. On va pas changer au hasard parce que ça fait X semaines. C'est pas comme toi, j'imagine, avec tes athlètes où il y a une compétition, donc il faut être prêt pour la compétition. Bien sûr. Là, il n'y a pas de date en fait. Comme c'est plus une recherche d'équilibre, de progression sur le moyen long terme. Et quand je dis moyen long terme, on parle de 6 mois, 9 mois, 1 an, plusieurs années. Il n'y a pas ces changements à faire obligatoirement en fait. Tant que tout va bien, tant que ça progresse en fait. Le signe de changement de cycle, en fait, c'est quand ça va pas. C'est le progrès. Quoi. Voilà. Alors après, avec les élèves que j'ai depuis longtemps, j'arrive à anticiper en fait. Bah, je pense comme avec tes athlètes, c'est la note de difficulté, le RPE est un peu à la mode. Et moi en même temps, je fais beaucoup filmer mes élèves, comme c'est souvent à distance, pour voir leur série, leur technique d'exécution, voir comment c'est dur, etc. Et donc j'arrive à anticiper en leur disant, voilà, là on va changer de cycle. Là, si on va là, on va se cramer, c'est terminé en fait. Là, c'était la dernière séance et on va changer. Donc, mais ça marche avec mes élèves qui sont là depuis longtemps, qui ne sont pas débutants, qui sont déjà intermédiaires confirmés. Et dont tu as une connaissance particulière. Voilà, que je commence à connaître et je me dis, voilà, lui, où il peut aller. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je sais à quel objectif il peut aller. Et souvent, en plus, quand tu annonces l'objectif, tu te conditionnes mentalement, tu visualises. Et une fois que tu as l'objectif, bah voilà, en fait, il faut changer, sinon t'es cramé en fait. Ouais, bien sûr. Non, c'est intéressant. Merci en tout cas, Rudy, pour ce débat sur l'hypertrophie. J'espère qu'on va contribuer à notre niveau à ce que le travail de musculation conventionnelle perdure et voire même revienne à la mode. Oui, après, encore une fois, c'est un équilibre en fait. C'est comme l'alimentation, c'est un équilibre à trouver. C'est pas ne faire que de l'hypertrophie. C'est jamais exclusif, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on a oubliées et qui, je pense, devraient être remises au goût du jour, notamment concernant voilà, l'hypertrophie musculaire, l'hyperlocalisation, le besoin d'isolation si nécessaire. Aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression que tout le monde va être fonctionnel, tout le monde va être apte à faire tout et n'importe quoi, soyons déjà aptes à être en bonne santé, tout simplement. Merci Rudy. Vous pouvez suivre Rudy, bon, je vous l'ai dit déjà dans l'épisode, mais je le répète, superphysique.org. Et aussi sur tous les réseaux. Il y a évidemment une chaîne YouTube, évidemment un Instagram. Et puis on espère l'avoir bientôt pour un nouvel épisode. Merci Avec Rudy. plaisir.